Il existe aujourd'hui des maladies pour lesquelles la médecine ne propose rien, pas parce qu'on ne cherche pas, mais parce que chercher coûte trop cher, prend beaucoup de temps et concerne trop peu de patients. Et si l'intelligence artificielle permettait enfin de trouver des médicaments là où la science bloque depuis des années? Pour en parler, je reçois dans ce podcast Ségolène Martin, CEO de Quantify, une entreprise belge qui utilise l'IA pour découvrir de nouveaux traitements, notamment pour des maladies rares. Bonjour Ségolène Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, comment vous est venue l'idée de lancer Quantify? C'est une histoire un petit peu particulière. On s'est lancé en 2016 sur l'intelligence artificielle au moment où on commençait juste à en parler. Et on sentait qu'il allait se passer quelque chose, une révolution grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a commencé à monter une équipe, on a travaillé sur beaucoup d'applications d'intelligence artificielle. Et puis quelques années après, notre cofondateur, mon associé, a été atteint d'un cancer rare. Sans thérapie connue ou efficace, à part la chirurgie, mais bien heureusement pour lui. Mais ça nous a vraiment plongé dans ce défi de la recherche médicale de certaines maladies et où il n'y a rien. Et on s'est dit: «Mais en fait, on a cette équipe, on a de la motivation, beaucoup de passion pour ce qu'on fait. Est-ce qu'on n'utiliserait pas tout ça pour, découvrir des médicaments, pour les maladies où il n'y a rien?» Et c'est vraiment là où on a opéré un virage, à je sais pas combien de degrés, mais un virage profond et on s'est lancé dans le développement, d'une intelligence artificielle, Sapiens, dédiée à, tout simplement, trouver des médicaments dans les maladies où pour l'instant, les thérapies sont soit insuffisantes, soit encore pire, inexistantes. Justement, quand on parle de maladies rares, ça veut dire qu'elles touchent une partie limitée de la population, qu'il y a une absence de traitement efficace. Est-ce que c'est ça finalement qui laisse entendre la durée nécessaire aux recherches dans ce type de cas et aussi le coût extrêmement important? Effectivement, donc les maladies rares sont des maladies qui, atteignent une proportion très, petite de la population. Donc ça fait qu'on a des marchés qui sont beaucoup moins grands que des maladies, fréquentes, comme toutes les maladies qu'on connaît, que ce soit la douleur par exemple, ou qui atteint tout le monde à un moment ou à un autre. Et donc les maladies rares, il y a peu de patients, donc c'est un petit marché et ce qui fait que ce soit la recherche ou le développement de médicaments, eh bien, n'ont pas beaucoup eu l'occasion d'avancer. Parce que l'intérêt économique, a priori, moins important que dans des maladies plus fréquentes avec des marchés plus importants. Donc plus de patients, plus d'argent à faire quelque part pour les entreprises pharmaceutiques. Et puis la recherche n'a pas eu l'occasion d'avancer beaucoup parce que, il y a beaucoup de ces maladies rares sur lesquelles, peu de choses sont connues. Donc il y a peu d'hypothèses de départ et nous on s'est dit: «Ben tiens, notamment pour les maladies rares», en sachant que on travaille pas seulement sur la maladie rare, est-ce qu'on pourrait pas développer une approche, une technologie d'intelligence artificielle qui arrive à accélérer la recherche de manière, fulgurante quelque part? Parce que c'est maintenant ce qu'on voit, hein, c'est notre ambition à la base, mais c'est des résultats maintenant qu'on a obtenus, donc ça n'est plus qu'une ambition, ce sont des résultats. Afin de découvrir des médicaments qui marchent tout simplement. Et justement, votre intelligence artificielle que vous avez développée en interne, qu'est-ce qu'elle fait de plus qu'une intelligence artificielle traditionnelle qui alors va regarder des exemples, hein, pour essayer de créer un algorithme approprié? Dans votre cas, qu'est-ce qu'elle fait en plus? Eh bien, notre intelligence artificielle, Sapiens, elle a la capacité de combler les trous de la science. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'hypothèse de départ, ce qui est, le cas pour beaucoup de maladies, notamment les maladies rares, mais pas seulement. On sait plus ou moins quelle est la protéine dans le corps, ce qu'on appelle une cible thérapeutique sur laquelle il va falloir agir. Donc c'est souvent le point de départ, hein, d'un projet de recherche dans le domaine de développement de médicaments. On sait ça, mais comme personne n'a réussi à trouver quelque chose qui marche, il y a pas d'exemple. Donc on est bloqué. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé cette technologie qui arrive à trouver des hypothèses, qui sont des bonnes hypothèses parce qu'on l'a validé, de molécules, donc de médicaments potentiels, donc ce qu'on appelle des candidats médicaments, qui ont un effet sur cette cible thérapeutique. Et donc là où beaucoup d'approches, et la majeure partie des technologies d'intelligence artificielle qui existent auront besoin, d'exemples de molécules qui ont déjà marché et donc feront quelque chose qui sera sûrement utile, mais n'arriveront pas forcément à trouver des médicaments là où il y a rien. Nous, on comble vraiment les fossés, en fait, là où, personne ne réussit à trouver, donc on trouve des médicaments là où il n'y a rien, tout simplement.
comment ça s'est fait à partir de l'IA? Ça veut dire qu'elle a pu, emmagasiner, toute une série de données et c'est vraiment cette quantité de données qui a pu la rendre, aussi, précise, aussi innovante par elle-même? Oui. Les données, c'est tout. Dans l'intelligence artificielle, si on n'a pas de données, on peut, fermer son sac et rentrer à la maison. Donc nous, toute une partie de notre, parcours d'innovation, c'est vraiment, mettre en place un set de données qui est, gigantesque, qui comprend maintenant, des centaines de millions de ce qu'on appelle des points de données, donc d'éléments de données, qui nous ont permis d'entraîner des modèles qui sont aussi des modèles très innovants. Donc on a développé des modèles complètement, nouveaux, avec un set de données qui est probablement des plus grands au monde, même si le niveau de communication des uns et des autres est un peu limité. Mais bon, par rapport à les éléments de comparaison qu'on a, on voit qu'on a vraiment réussi à collecter beaucoup, beaucoup de données. Et puis avoir des données, c'est bien, mais il faut réussir à les utiliser d'une manière où une technologie peut apprendre, un algorithme peut apprendre, et ça, on a réussi aussi. Et donc, quelquefois, on voit des interlocuteurs qui nous disent: «Mais vous avez réussi à faire ça? On pensait que c'était impossible, on a essayé, on n'a pas réussi». Et ben, nous, on a réussi parce qu'à la base, bon, on venait justement de ce domaine-là d'intelligence artificielle. On arrivait sans, quelque part, sans biais ou sans idée préconçue. Mmh. On voulait juste implémenter ou développer une vision nouvelle et donc on a innové de façon complètement disruptive. On s'est rendu compte, a posteriori qu'en fait, on avait fait quelque chose que d'autres avaient essayé mais n'avaient pas réussi à faire. Donc des données, beaucoup de données, des algorithmes complètement innovants. L'idée, c'est pas juste d'innover, on s'en fiche d'innover. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on arrive à faire avec cette innovation-là. Et cette innovation-là, c'est aller beaucoup plus rapidement. Donc on arrive, en quelques heures à évaluer 10 milliards, on est les seuls à pouvoir faire ça, 10 milliards de molécules possibles, afin de trouver, pour une cible thérapeutique donnée, Mmh. quel va être là où les meilleurs candidats. Les meilleures molécules. Ça, personne n'est capable de le faire jusqu'à présent. Là, on a les informations, donc on peut se comparer et donc quel est l'impact? Ça veut dire que, ben, on peut aller beaucoup plus rapidement sur vers la découverte d'un traitement potentiel. Alors, trouver quelque chose qui marche en laboratoire, on est encore bien loin du patient. Mmh, ouais. Il y a encore beaucoup d'étapes. Mais déjà, si on arrive à compresser, dérisquer, ces étapes qui coûtent, environ 15 à 20 du processus de découverte plus développement plus mise sur le marché d'un médicament, et ben, déjà, on a fait un énorme progrès pour les patients. On parle de quel délai dans une médecine, traditionnelle pour découvrir un traitement et avec l'intelligence artificielle, on arrive, à le limiter, de quel ordre ce délai? Alors ça dépend de quoi on parle. Nous, on travaille avec des partenaires, sur des cibles thérapeutiques sur lesquelles il y a rien qui a été découvert. Ça fait des années qu'ils cherchent quelque chose et ils n'ont toujours rien trouvé. Mmh. C'est le type de projet sur lequel on tend à se focaliser et là où on vient aussi nous demander notre aide. Donc c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc ça peut durer des années sans qu'on trouve rien du tout ou alors on trouve des choses mais qui marchent pas super bien. L'intelligence artificielle va mettre quelques heures à proposer des candidats. Après, il faut les commander, c'est des molécules chimiques, donc il faut les commander et doivent être testées en laboratoire. Mais déjà et donc c'est un processus peut-être du début à la fin qui prend 2 mois, en fonction de si les molécules sont déjà on peut facilement les acheter ou s'il faut attendre un petit peu qu'elles soient synthétisées. Mais on compresse de manière révolutionnaire, disruptive et puis remarquable ce Mmh. processus de découverte. Ça, c'est le début, donc on cherche et puis après on va utiliser d'autres modèles pour regarder que cette molécule est safe, donc est sûre. Déjà stable sur le long terme. Voilà, ne va pas avoir d'effet toxique trop grand chez les humains. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que quelquefois des entreprises pharmaceutiques ou des labos, vont découvrir des molécules, vont avoir une validation préclinique, après vont les mettre en phase clinique Mmh. et là, on va découvrir des effets secondaires. Que ce soit la cardiotoxicité, que ce soit d'autres types d'effets qu'on n'avait pas identifiés. Nous, avant même que la molécule même ne sorte de l'ordinateur, avant qu'elle soit, testée dans un laboratoire, Des brevets. voilà, c'est ça. Et bien là, déjà sur notre ordinateur, on peut flaguer, on peut identifier celles qui ont un très, très gros risque, d'effets secondaires et là, on n'est pas seulement à l'ordre de la prédiction, c'est pas dire, «Oui, mais, c'est pas parce que c'est pas une déclaration de notre part ou de notre modèle, c'est quelque chose qu'on a validé». Donc on voit que, par exemple, ce risque de cardiotoxicité, notre modèle dit: «Attention, cette molécule, il y a un gros risque» et puis, effectivement, c'est validé ensuite, par des chercheurs. C'est quelque chose qu'on a vraiment, regardé de très, très près et donc, ben, l'économie, elle se fait plus seulement au début de la chaîne,
de développement. Elle se fait aussi après et une phase 1, une phase 2, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Donc on fait des économies et puis, évidemment les patients, quand on sait qu'il y a une molécule qui arrive, pour sa maladie pour laquelle il n'y a rien qui est lancé, c'est beaucoup d'espoir. Si après on entend que, c'est discontinué pour, des raisons X, Y, Z, que ce soit la toxicité ou quelquefois aussi l'efficacité, que c'est sur qu'on travaille aussi, ça donne un sacré coup dur, un gros coup dur et puis voilà, il y a certains patients pour lesquels, il y a pas d'autre option. Donc on est vraiment aussi pas seulement sur l'aspect économique, mais aussi on est vraiment sur s'assurer que, les ressources qui sont investies, les cerveaux qui sont, dédiés à ces molécules, à ces médicaments. Le plus grand confort pour le patient, Ouais, tout au long de... c'est ça et que les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont pas basées seulement sur la chance ou sur ce qu'on a trouvé, mais aussi sur l'évaluation en simultané de plein d'éléments. Donc la toxicité, la chance d'avoir des effets secondaires ou pas, quels sont tous les types de molécules qui pourraient être utilisées parce que ça généralement on en trouve un, on est content ou quelques-uns, mais nous on en trouve beaucoup et donc on peut tout évaluer et là, on va choisir le chemin qui est le meilleur par rapport aux éléments qu'on a. C'est ça. Et ce qui est important aussi, j'imagine, dans un contexte où les matières premières peuvent parfois manquer, ou dans un contexte où la compétition rend parfois l'accessibilité de ces matières premières compliquée, c'est important de pouvoir avoir bien plusieurs cheminements pour arriver à un résultat qui soit probant. La question que je me posais, c'est une fois que vous avez développé des résultats qui sont à qui vous les vendez, vous n'avez pas de laboratoire vous-même. Non. Comment ça se passe alors? Alors on fait 2 choses. La première chose, c'est qu'on, permet à des partenaires extérieurs dans des boîtes pharma d'utiliser nos modèles. On travaille avec des gros laboratoires pharmaceutiques donc qui ont identifié ce besoin effectivement d'accélérer sur des sites thérapeutiques sur lesquels ils trouvaient rien. Donc c'est votre technologie qui est mise à disposition? C'est ça. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on découvre des molécules qu'on valide en laboratoire jusqu'à vraiment un stade qui est assez on va pas jusqu'au stade clinique, hein, donc on est vraiment encore au préclinique et là, ce sont des brevets qu'on va, vendre à l'industrie, pharmaceutique qui, eux, ont l'expertise de mettre, cette molécule sur le marché. Enfin, d'abord, avant ça, évidemment, de la tester, dans des essais cliniques et cetera. Donc c'est comme ça qu'on fait. Pour l'instant, on est vraiment ce qu'on appelle un player, natif, hein, donc on est, un native AI company. C'est ce qu'on sait faire, on se focalise là-dessus. Alors après, peut-être qu'un jour, on deviendra une entreprise pharmaceutique en tant que telle. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. On se focalise sur ce qu'on sait faire de très bien et ce qu'on sait faire de très bien, c'est accélérer les découvertes précliniques. Alors, c'est très intéressant, de savoir à quel point l'IA peut être utile dans le secteur, de la pharmacie, donc du soin, parce que ça s'adresse directement à tout un chacun. On est tous visés et donc votre technologie, elle se concentre sur, la mise en place de traitements là où il n'en existe pas. Est-ce qu'elle se concentre également sur, le profil, le fait de personnaliser finalement un traitement en fonction de l'individu? Alors on n'est pas, ou en tout cas pas encore sur la personnalisation. Nous, c'est vraiment trouver quelque chose, soit là où il n'y a rien, soit là où les options thérapeutiques qu'il y a sont insuffisantes. Donc, par exemple, là où il n'y a rien, on travaille, je vous ai cité tout à l'heure la question des cancers rares. Les cancers rares, il faut savoir on les dit rares parce il y a plusieurs sortes qui concernent un nombre très limité de patients. Mais il faut savoir que, les cancers rares représentent 1 cas sur 5 de nouveaux cancers diagnostiqués. Et donc en fait, en tant que groupe de cancers, ça représente un challenge très, très important en termes de santé publique. Mais c'est vraiment cette problématique dont j'ai parlé, tout à l'heure, qui est que ça coûte cher, donc on sait pas il y a pas forcément des fonds pour investir dans des programmes de recherche qui durent des années, les marchés sont petits et cetera. Nous, ce qu'on fait pour ces maladies rares, donc on travaille sur les cancers rares, les maladies neuromusculaires rares, on va trouver des médicaments qui ont, une bonne chance d'être utilisés pour un ensemble de maladies rares du même groupe. Donc, là, on a des validations qui sont très, très prometteuses, en laboratoire, hein, notamment in vivo sur les sarcomes, hein, les sarcomes des tissus mous qui sont un type de cancer rare et qui montrent que, des médicaments, qui on n'aurait jamais pensé à eux, parce que là on travaille sur des médicaments, qui existent déjà, hein. On peut faire à des nouveaux ou ceux qui existent déjà. Puis donc on repositionne des médicaments qui sont sur le marché. On n'aurait jamais pensé qu'ils pourraient marcher, mais ils marchent sur un ensemble de maladies rares, de cancers rares. Et donc là, ça sert à quoi? En fait, on arrive à trouver des groupes et avec un médicament,
on arrive à avoir un marché qui est plus grand et donc constituer un intérêt éventuel plus grand aussi pour une boîte pharma et une opportunité d'investissement pour un acteur pharma. Donc ça, c'est pour les maladies sans traitement et puis, les maladies avec des traitements, on travaille notamment sur le tremblement essentiel, qui est une forme de tremblement qui atteint, je crois que c'est une personne sur 20 à partir de 40 ans. Donc il y a un besoin de meilleur traitement et on a trouvé, aussi, là on est dans nos types de validation, beaucoup de candidats C'est ça. qui sont potentiellement meilleurs que ce qui est connu, quoi. Et quand vous disiez, économie, de temps et de coûts, est-ce qu'on peut imaginer que cette économie, d'argent, elle va aussi être au bénéfice, du patient? C'est le but, c'est le but. C'est ce qu'on aimerait rendre possible, en tout cas, à travers notre technologie. Mais il faut savoir que le coût d'un médicament est lié à l'investissement. Donc il y a l'investissement dans le domaine préclinique et puis il y a aussi les phases, cliniques qui coûtent encore beaucoup, beaucoup d'argent. Alors l'intelligence artificielle est en train d'arriver à l'optimisation d'essais cliniques. Donc on peut imaginer qu'aussi dans ce domaine-là, les coûts vont bientôt, baisser. Mais effectivement, la question qu'on peut se poser et qui serait légitime, c'est si, tout ça coûte beaucoup moins d'argent, est-ce qu'on peut le répercuter sur le prix du médicament? Pour l'instant, on n'y est pas parce que, les premières molécules qui ont été vraiment découvertes par l'intelligence artificielle sont encore en phase clinique et c'est pas, je pense, des questions qui sont encore très présentes parce qu'on se pose vraiment la question déjà de si ça marche. Donc, la capacité de modèles d'intelligence artificielle de découvrir des molécules qui vont ensuite aller marcher en phase clinique et chez les patients, c'est la première question qu'on se pose. Mais effectivement, si on arrive à avoir des économies qui sont si grandes À chaque stade. tout au long, moi je trouverais ça effectivement tout à fait normal d'en faire bénéficier les patients. Combien de temps vous pensez qu'il va falloir pour valider, l'intérêt du recours à l'IA? Est-ce qu'on est à mi-chemin ou on est vraiment juste aux prémices de On est l'expérience? je pense qu'on est encore, au balbutiement, à l'enfance. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de labos qui s'essayent, qui cherchent la meilleure façon de le faire, en sachant que l'intelligence artificielle évolue de façon très, très rapide. Donc, nous, souvent, quand on parle avec des interlocuteurs dans le monde biopharma, on se rend compte qu'ils se posent la question de: «Finalement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Il y a tellement de choses qui arrivent, comment est-ce que vous vous différenciez?» Mais ça, c'est encore pas toujours évident à différencier parce qu'il y a du monde, qui est là-dedans. Mais on voit l'émergence à la fois d'entreprises natives comme la nôtre. Bon, des Américains qui ont quelques années de plus, hein. Nous, on a encore des enfants aussi dans ce domaine. Et puis, on voit aussi des laboratoires, des entreprises biopharma qui investissent de manière assez, fondamentale, beaucoup dans le développement et dans l'acquisition de technologies d'intelligence artificielle parce que, pour eux, je pense qu'il y a à la fois un avantage et un risque, hein. Parce que tous ces coûts de découverte, de développement, ce sont des coûts pour eux et si l'intelligence artificielle va prendre en charge ou accélérer ou dérisquer, ces tâches qui coûtent beaucoup d'argent, que vont-ils faire? Comment vont-ils réagir? Ils doivent se positionner et je pense que c'est aussi, le devoir quelque part d'entreprises plus petites que ce soit les petites biotech qui se lancent ou qui sont là. Il y a l'intelligence artificielle est là et beaucoup de modèles qui sont prouvés, qui sont solides. Il faut pouvoir les utiliser parce qu'autrement on risque pour l'instant, voilà, on est encore tout le monde c'est un petit peu cherche, compare, essaie de comprendre, de se positionner, fait des annonces et cetera. Mais il y en a qui vont beaucoup plus vite et les leaders de marché, dans ce domaine-là risquent de devenir encore plus gros, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, on voyait récemment, hein, cette annonce qu'NVIDIA allait investir 1 milliard de dollars dans une entreprise aussi qui recherche des nouvelles thérapies, basées sur, l'IA. Est-ce que là aussi, c'est pas temps de se poser, la question de notre place dans cet écosystème? 1 milliard, bon, ce sont des moyens, dont on ne dispose pas, à l'heure actuelle, mais est-ce que la Belgique, est-ce que l'Europe a des atouts et que peut-elle faire pour gagner une place de prédilection dans un marché international? Eh bien, il faut remonter ses bretelles afin de effectivement de garder, tous ces atouts qu'on a, que ce soit la Belgique au niveau européen, au niveau belge ou au niveau européen. On a des cerveaux en intelligence artificielle, on a beaucoup d'industries pharmaceutiques. Mais, c'est évident quand on regarde, notamment dans les mois derniers, l'évolution du secteur, qui a un gros appel d'air avec des armes à la clé ou des outils à la clé plutôt, au niveau des États-Unis,
où beaucoup d'entreprises pharma, du coup, font des annonces, hein, donc vont installer notamment des capacités de production aux États-Unis. On voit que parallèlement, il y a beaucoup le marché chinois, en fait, a aussi une capacité, d'attraction très, très forte parce qu'ils ont des coûts et des délais en termes d'essais cliniques qui sont beaucoup plus bas et donc les entreprises pharma vont aussi faire leurs «courses» entre guillemets là-bas. Donc il faut être conscient que c'est pas un risque potentiel. Il y a un shift qui est en train de s'opérer et qu'au niveau européen ou au niveau belge, on a la chance d'avoir des atouts, mais il faut tout faire pour garder ces atouts. C'est un levier régulatoire pour vous qui doit être actionné? Il y a le levier régulatoire. Bon, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment de la réglementation européenne, donc ça, c'est au niveau européen sur l'industrie Notamment pour, pharma. faciliter l'accès, c'est ça, aux thérapies innovantes. Je voyais récemment qu'on essaye de réduire les délais. C'est ça, ouais, ouais, donc ça y est, je pense que le contexte européen au niveau réglementaire aussi en ce moment ça change parce qu'il y a eu une nouvelle réglementation sur, l'industrie pharmaceutique. Au niveau européen, on a la chance d'être, potentiellement plus stable que les États-Unis où on voit qu'il y a quand même beaucoup de changements au niveau de la FDA. La FDA, c'est quoi? C'est l'Agence européenne des médicaments, mais au niveau américain. Donc ça, il y a quand même pas mal de turbulences là-bas. Donc peut-être que l'Union européenne a un rôle à jouer, mais bon, il faut aussi un peu, accélérer sur, la place, comment est-ce que les modèles d'intelligence artificielle, leur contribution soit plus reconnue ou systématiquement reconnue, par exemple, ou c'est la même chose à différents niveaux. Et puis, c'est pas seulement au niveau réglementaire, de la réglementation, de mise sur le marché et d'évaluation des médicaments, mais c'est aussi au niveau réglementaire sur la taxation. Et les entreprises pharma, elles ont de l'IP, elles font de la propriété intellectuelle, elles ont des cerveaux, enfin des gens qui sont ultra diplômés. Il faut qu'elles continuent à avoir des systèmes pour, incitatifs en fait. Tout à fait. Et ça, je pense que la Belgique a très bien fait les choses, mais il faut continuer, il faut peut-être être plus insistant, plus, défensif, parce qu'il y a un challenge qui est évident en termes de valeur ajoutée, au niveau de l'économie belge, hein. Donc il faut, là, c'est pas dans 3 ans qu'il faut se poser la question. C'est maintenant. C'est maintenant. Les shifts, on les voit, on regarde les déjà, c'est déjà l'année dernière, donc là, tous les ans, il y a le, JP Morgan qui est le gros salon, de l'industrie pharma où il y a de ce qui est, fusion-acquisition qui s'annonce, notamment les gros deals. L'année dernière, cette tendance, phénoménale d'attraction de la Chine a été déjà, c'était une tendance clé. Cette année, c'était la même chose. Je veux dire, on va pas se dire, «Oui, on va se poser la question, mettre en place un working group pour réfléchir comment faire». Il faut se poser cette question-là maintenant et puis mettre en place des mécanismes s'il y a besoin. Mais je pense que c'est un challenge et un enjeu, essentiel pour la compétitivité, et puis au-delà de l'économie, on parle aussi de la découverte de médicaments pour les patients. Une entreprise qui est sur mon territoire, elle a peut-être plus de chances de faire Tout une à phase fait. clinique, Ouais. auprès des patients, des citoyens de mon pays. Si tout se fait en Chine, j'exagère un petit peu la C'est une tendance, question de mais souveraineté, c'est ça. exactement, exactement. Donc il y a des enjeux qui sont, enfin, j'imagine que dans les gens qui nous écoutent, c'est peut-être qu'ils en ont rien à faire du secteur pharma, mais on n'est pas juste au niveau de l'économie. C'est vraiment, encore une fois, c'est du traitement, c'est la survie, c'est la qualité de vie, c'est, nous, nos conjoints. Donc l'enjeu est essentiel et puis en plus, voilà, c'est quand même, sacrément intéressant de pouvoir, continuer à aller dans cette direction-là, d'avoir des technologies du futur, que ce soit l'intelligence artificielle ou le robotique ou d'autres, hein, mais Une toute dernière question, quand on regarde vers l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait aussi prendre place dans les laboratoires pour finalement confectionner, ces thérapies ou alors c'est plutôt une coopération qui va avoir lieu entre l'IA et l'humain? oui. L'humain sera toujours, je pense, encore pour un bon bout de temps, dans la boucle parce que, il faut pouvoir évaluer ça, il faut avoir un regard critique. Mais c'est vrai qu'on peut voir chaque étape de la découverte à la production d'un médicament comme une étape où l'intelligence artificielle ou la robotique, enfin une forme d'automatisation peut être mise en place et le récent deal de Eli Lilly avec Nvidia, c'est ça, hein. C'est mettre en place une factory, une fabrique, une usine d'intelligence artificielle pour la découverte, mais aussi, il parle pas seulement de découverte, il parle aussi de production, de molécules et puis aussi d'analyse d'images. Donc c'est possible, on le voit dans d'autres domaines, donc pourquoi pas la découverte de médicaments? Je pense que c'est un futur, qui est un futur, si ça permet d'aller plus vite, de trouver et d'avoir des choses moins chères, des médicaments moins chers, c'est un futur qui vaut le coup d'être envisagé. Vous l'aurez compris, découvrir des médicaments plus vite avec moins de risques est là où il n'existait aucune solution
C'est sans doute l'une des applications les plus concrètes et prometteuses de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci à vous, Ségolène Martin. Je vous rappelle, vous êtes la CEO de Quantify. Et merci à vous aussi, auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une belle après-midi et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.